prendre soin de ces territoires, c'est aussi prendre soin de la culture. Et le breton est un marqueur, je pense, important en Bretagne, où on est quand même encore 200 000 locuteurs, et la culture bretonne est bien vivante. Voilà, donc Vincent Alain, où tout le monde le connaît, ou à peu près ici, secrétaire du groupe local de Vannes. Et je ferai ma petite accroche après. Bonjour à tous, Isabelle Chabran, du groupe local de Vannes aussi. C'est pour ça qu'on vous accueille, qu'on est très heureux de vous accueillir ici. Cette idée de travailler sur les territoires, ça fait un bout de temps qu'elle nous trotte dans la tête. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on en a parlé. Et puis on a travaillé avec Damien, avec Magali là-dessus. L'idée de départ, en fait, elle est venue de Bruno Latour, qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et de ce mot un peu barbare de solalstalgie, qui est un mot absolument fascinant, et son idée était très intéressante, c'est de dire, on parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup des gens qui quittent leur territoire pour plein de raisons, mais quid des gens qui, sur un territoire qu'ils connaissent et qu'ils habitent, se sentent abandonnés par leur territoire. Et le territoire qui change, qui va vite, qui bouge rapidement, avec ce sentiment que, eh ben, en fait, on a une force centrifuge qui nous éjecte et qu'on n'est plus dans ce territoire. Et c'est une vraie question, et ben, on a ce très beau golfe du Morbihan et ce département magnifique, et on est un peu exemplaire, dans le mauvais sens, de ce qui se passe, c'est-à-dire une arrivée de population extrêmement importante, beaucoup de retraités, énormément de résidences secondaires, des prix qui explosent, et du coup, ben, comment on fait ? Comment on fait pour accueillir les gens, ne pas trop grossir, protéger notre territoire, protéger la mer, protéger la faune, la flore. C'est une question extrêmement importante, et c'est comment peut-on prendre soin de notre territoire pour que lui puisse prendre soin de nous. C'est-à-dire qu'on s'y sente bien, qu'on s'y sente ancré, qu'on ait envie d'y rester, et que du coup on ait envie aussi de s'en occuper. Et c'est une question aujourd'hui qui traverse de très nombreux endroits et qui est assez essentielle. Voilà, et donc on va aborder ces thématiques aujourd'hui. Voilà, vous avez le programme de nouveau, hein. Magali, vous allez l'entendre. Ensuite, une table ronde avec Maxime et Damien. Rachel va l'animer. Et puis, une pause déjeuner cet après-midi, des ateliers avec des jeux participatifs, et puis 3 ateliers au choix. Et ensuite, pour terminer, un dialogue croisé vers les territoires du bien-être. Voilà, donc j'espère qu'on va passer tous une très bonne journée avec beaucoup de questions, de partage, d'enrichissement mutuel. Et puis voilà, on terminera ce soir, on en reparlera avec des huîtres, du muscadet au bord de l'eau et de la baignade pour tous ceux qui veulent. Merci. Alors Magali Sautreuil, je suis co-responsable du groupe de travail territoire avec Julien Brunel. Ce groupe de travail il fait suite à la mission territoire qui avait entre autres été animée par Damien. Et c'est certainement grâce à cette mission qu'il y a eu des petites graines qui ont germé sur la prise de conscience de l'importance des territoires. Ce qui fait qu'aussi au dernier congrès, on a eu plein de motions autour des territoires, dont une très belle, je crois que c'était écrire l'avenir à partir des territoires. Parce que souvent on pense de manière descendante la politique ou les actions qu'on souhaite mener, alors qu'en fait en partant des réalités qu'on vit chacun dans les endroits que nous habitons, on a des solutions, on a des choses qui peuvent alimenter des politiques publiques qui peuvent être intéressantes. Et dans ce groupe de travail, il y a à la fois continuer à nourrir les imaginaires, parce que du coup c'est aussi un autre modèle de société, une autre manière de penser, nourrir le projet politique, et aussi mettre en réseau et s'appuyer, valoriser les initiatives locales, notamment pour les municipales, mais pas que. Il y a aussi tout un mouvement sur l'engagement citoyen et le droit de reprendre son droit de cité dans la société. Et attends, je vais vous laisser en très bonne compagnie pour cette première table ronde. Merci aussi Damien Deville pour m'avoir sollicité pour animer cette table ronde, et toute l'équipe du groupe Territoire. Donc j'anime cette première table ronde intitulée « Ces lieux qui vous habitent ». Et pour cela, nous allons avoir 2 intervenants émérites, 2 conférenciers dont je me dis que j'ai uniquement à appuyer sur pilote automatique. Je ne sais pas si je vais servir beaucoup. En tout cas, je vais commencer par les présenter. Donc à ma gauche... Excusez-moi, je scrolle. Voilà, à ma gauche, Damien Deville.
Tu vis en pays sartois. Ta formation est, je commence par le lieu évidemment, ta formation académique, tu es docteur en géographie et aménagement du territoire. Tu es chercheur géographe à l'Université catholique de l'Ouest. Tu contribues à la pensée en étant auteur et conférencier, directeur de collection aux éditions Tana. Tu as écrit plusieurs livres, dont L'homme qui arrêta le désert, tu nous en parleras. Entendre la terre à l'écoute des milieux humains avec Augustin Berck, et encore d'autres, je ne vais pas tous les citer. Tu as un engagement en politique, puisque tu représentes le groupe Territoire chez ELV, et je précise, aujourd'hui est une journée spéciale pour toi, puisque tu es candidat à la désignation aux prochaines élections européennes, et la négociation va avoir lieu notamment aujourd'hui, et peut-être demain, si la fumée blanche ne sort pas encore d'ici ce soir. À ma droite, Maxime Blondeau, tu es le local de l'étape, si je puis dire, puisque tu vis à Vannes. Tu es enseignant, notamment sur le sujet de l'écologie du numérique, que tu enseignes à Sciences Po Paris et à Mines Paris Tech. Tu peux corriger si je te... Tu es conférencier, et qui occupe, je crois, le principal de ton activité aujourd'hui, sur les thématiques du numérique et des territoires. Et je cite la dernière conférence, dont je ne sais pas si elle a déjà eu lieu ou si elle va avoir lieu, qui porte sur la responsabilité territoriale des cartes pour réorienter le monde. Tu peux faire ta publicité, si tu veux, sur la date et le lieu. Tu es aussi entrepreneur. Tu as notamment co-créé Sailcoop, qui est le premier réseau coopératif de voyage en voilier. C'était en 2021 et elle est située à Vannes. Et puis, plus récemment, Alma Mater, qui est une société de conseil, de formation et de prospective. Tu es, comme on dit aujourd'hui, un influenceur, puisque tu publies, notamment tu publies régulièrement, très régulièrement, des cartes géographiques sur LinkedIn, et tu rassembles plus de 60 000 personnes aujourd'hui sur ton compte. Et tu es également adhérent ELV. Donc je me propose, pour introduire cette table ronde et aussi peut-être expliquer en quelques mots pourquoi Damien Deville a fait appel à moi. Donc moi je suis adhérente aussi d'Europe Écologie Les Verts. Je suis au bureau de la commission santé, dont j'ai occupé aussi la fonction de co-responsable. Et je m'intéresse particulièrement aux thématiques santé-environnement et à une seule santé dont vous avez peut-être entendu parler parce que ça a pas mal affleuré, on va dire, au moment de la pandémie, puisque ça traite, c'est un courant qui traite des liens entre santé environnementale, santé humaine et environnement. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre le focus pour introduire nos intervenants sur la santé mentale, puisque nous avons déjà parlé dans l'introduction de solastalgie, et qui touche, évidemment, quand on parle de solastalgie, on parle de santé mentale. Donc j'ai envie de citer la définition d'une femme médecin qui s'appelle Alice Desbioles, avec qui j'ai eu la chance d'être co-responsable de la commission santé, et qui a fait paraître un livre dont le titre est L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler ou l'ont lu, et j'avais envie de la citer. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui a été la première à vulgariser, je dirais, le concept de solastalgie en France, notamment à travers ce livre et ses interventions dans les médias. Donc elle décrit la solastalgie comme, je cite, l'expression du lien qui existe entre la détresse des écosystèmes et la détresse psychologique, quand la première engendre la seconde. Et j'avais envie aussi de citer une femme médecin pour montrer la dimension sanitaire et qui peut aller d'un stress jusqu'à de l'anxiété, de la dépression et même un stress post-traumatique. Quelques exemples très rapidement de catastrophes naturelles, par exemple les inondations. Il a été objectivé
que les victimes ont ressenti de la détresse psychologique durant plusieurs années. On peut citer aussi les tornades où les résidents parlent de douleurs émotionnelles et étaient totalement désorientés. Le réchauffement climatique qui impacte directement les glaciers et les populations autochtones comme les Inuits, qui d'ailleurs ont été les premiers à alerter et à ressentir aussi émotionnellement, on va dire, ces effets et qui ont comment dire, conséquences. La fonte de ces glaciers leur provoque des sentiments négatifs tels que la peur, l'anxiété, la détresse et la frustration. Et enfin, je terminerai par une expérience très récente grâce à un tweet que Damien a posté qui montrait une carte de submersion de la France si tous les glaciers fondaient. Et là, j'ai découvert que ma ville natale, donc Caen, serait submergée. Bon, je le savais, mais c'est vrai que de voir cette carte, ça a augmenté ma conscience. D'ailleurs, Maxime nous parlera de cette conscience des territoires. Et j'ai ressenti vraiment physiquement un malaise, la gorge serrée et de la mélancolie. Donc j'ai envie de vous poser en première question à tous les deux pour savoir d'où l'on parle. Et puis c'est évidemment au cœur de cette thématique avec laquelle on va cheminer toute la journée. Quels sont les lieux que vous habitez aujourd'hui? Donc je commence par toi, Damien. Je crois que vous avez chacun un micro, peut-être. Ça fonctionne? Non. Sinon, je te donne le mien. Ça fonctionne là? Ouais, super. Merci beaucoup Rachel pour cette introduction. Bonjour à tous et toutes. Alors effectivement, moi j'ai fait une forme de retour à la Terre qui est, ceci dit, très récent, quoi. Donc je peux en parler qu'avec modestie, quoi. Je suis retourné donc en Sarthe, pays de ma grand-mère. Ça fait longtemps que j'avais envie de quitter Paris parce que je suis un enfant de la campagne aussi. Et c'est marrant, on imaginait plein de territoires où s'installer, sauf la Sarthe, je sais pas pourquoi. Et c'est le décès de ma grand-mère en fait qui nous a invités à y retourner et à reprendre sa maison. Et en fait, j'en suis vraiment très heureux, quoi. J'avais des appréhensions à reprendre cette maison, quoi, parce que bon, elle est chargée hein, de plein de choses, de moments de bonheur, mais aussi de moments difficiles, d'épreuves. Et aujourd'hui, j'en suis très fier parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. C'est que les fantômes, au fond, ne peuvent pas tuer les vivants. Par contre, les vivants peuvent tuer les fantômes, en les oubliant. Et finalement, vivre dans la maison de ma grand-mère me permet d'expérimenter une vie qui empêche l'oubli. Et l'autre chose que j'ai réalisée, c'est là où c'est le défaut du géographe, hein. Quand on s'imagine s'installer sur un territoire, on fait des tableaux Excel. Sur les trajectoires du territoire, qu'est-ce qui s'y invente pour savoir si on va se sentir bien. Et j'avais même pas sélectionné la Sarthe, justement, dans mes tableaux Excel. Et en fait, je me suis rendu compte que là où on projette que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, l'herbe est verte là où on arrose le sol, tout simplement. Voilà. Le territoire que je recherchais depuis 10 ans... Ouais, bon. En fait, le territoire que je recherchais depuis 10 ans me regardait droit dans les yeux depuis que j'étais enfant. Voilà, c'est ça qui est fou. Et puis peut-être deuxième territoire d'appartenance, je sais que c'est un commun avec beaucoup de gens dans la salle, donc on pourra en discuter. C'est le Burkina Faso. J'y suis allé pour des raisons familiales, je suis revenu marié, papa et naturalisé. Voilà. Et c'est vrai que ça fait penser... Alors c'est un pays que je connais très mal, hein. 66 ethnies différentes, qui ont chacune leur manière d'être, de penser. Mais ça fait penser à cette phrase de Nkrumah, un indépendantiste ghanéen qui était pacifiste. C'était pas beaucoup, hein, les indépendantistes à être pacifistes en Afrique. Et il avait cette phrase très belle. Il disait « On n'est pas africain parce qu'on a grandi en Afrique, mais parce que l'Afrique grandit en nous ». La phrase est magnifique. Et elle est d'autant plus belle qu'elle peut marcher pour chaque type de territoire. C'est-à-dire se sentir appartenir à un lieu, non pas parce qu'on a 3 générations au cimetière, mais parce que ce lieu nous inspire au quotidien. Donc voilà les territoires qui sont en moi aujourd'hui. Merci Damien. À toi Maxime de nous décrire ces lieux que tu habites. Bonjour à tous et à toutes. Alors, la question c'est quels sont les territoires qui vivent en moi. Et puis après je parlerai un petit peu de ce que je fais. On a un point commun avec Damien, on en a plusieurs, mais
c'est l'anthropologie. Ce que j'enseigne à Sciences Po, ça n'a pas été dit, mais c'est pas très important, c'est de l'anthropologie. Je travaille sur la perception qu'on a du monde et du territoire, notamment au travers des technologies numériques, mais c'est vraiment une toute petite partie de mon activité. Je travaille vraiment sur la façon dont on se représente les territoires. Alors, puisqu'il s'agit de moi, sur la première question, moi je suis né dans le Beaujolais vert, donc le Beaujolais plutôt des collines, des montagnes, des forêts, pas le Beaujolais du vin. J'ai passé mon enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 17 ans, à bouger partout, en France, en Europe. Je suis vraiment un déraciné, pour le coup. Je viens d'une famille de marins, d'aviateurs, je suis du côté de mon père, et du côté de ma mère, une famille de paysans très enracinés depuis des siècles. Donc j'ai cette tension entre l'ancrage et le nomadisme. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis à Vannes maintenant. J'ai passé 17 ans à bouger, 17 ans à Paris, et depuis 1 an et demi, je suis à Vannes. Où est-ce que j'habite? Voilà, c'est ça. Et puis j'ai aujourd'hui une vie entre Paris et Vannes et la France. Mais surtout, je dirais que la spécificité, c'est souvent ce qu'on me dit par rapport à mes publications. Donc je publie tous les jours sur les réseaux sociaux. Et en effet, ça a créé une audience depuis 1 an, là, et c'est en train de toucher une certaine population. C'est que je suis en train de prendre un recul qu'on pourrait qualifier presque d'aérien, en tout cas un effet de surplomb sur les territoires, en variant les échelles. Donc j'essaye justement d'aller plonger dans une réalité extrêmement locale, ou d'aller voir des enjeux écologiques ou des vulnérabilités à des enjeux régionaux, nationaux, voire à des enjeux planétaires. Et donc je varie comme ça les points de vue sur le territoire, et je vais même aller jusqu'à prendre des points de vue dans l'espace et le temps qui sont très très vastes, hein, puisque je peux aller essayer de traiter une problématique, mettons la végétation, mais à l'échelle de l'histoire de la planète Terre sur 4 milliards d'années, et essayer de jongler comme ça avec ce rapport à l'espace et au temps. Donc moi je travaille vraiment sur la conscience de l'espace et du temps, et l'endroit où se rencontrent les deux, c'est le territoire. C'est ce qui nous lie, ce qui nous unit. Un territoire, on pourrait revenir peut-être sur sa définition. Donc quand j'interviens sur des conférences ou des prises de parole sur le territoire, ce que ça veut dire, alors ici on a employé souvent depuis le début de cette matinée les territoires. C'est pas du tout neutre, on pourrait revenir sur la différence entre les territoires, qui s'inscrit justement dans un travail, une réflexion sur la gouvernance centrale ou décentralisée. Souvent comme ça qu'on va utiliser les territoires. Moi je travaille le territoire. Le territoire, c'est plus conceptuel. C'est un espace qui est vécu, c'est-à-dire un espace dans lequel vous avez un être vivant, un humain, mais pas seulement, un animal ou un végétal, qui va vivre cet espace. Et de quelle manière? En créant des liens d'attachement, en créant des interdépendances, des phénomènes qui se produisent sur ce territoire qui créent un lien vital, très profond, et qui est à la croisée de l'espace et du temps. Donc voilà moi ce que je travaille. Donc le territoire qui m'habite, il est à la fois très concret parce que j'ai choisi de vivre ici et que je suis très heureux et que j'élève mes enfants maintenant ici, et j'ai envie de créer un attachement cosmologique au territoire, parce que c'est ça que je travaille, moi, c'est la cosmologie, c'est-à-dire la façon dont on se représente le territoire, dont on le perçoit et dont on le conçoit sur cette dynamique-là. C'est pour ça que le numérique intervient, parce qu'en fait les technologies qu'on utilise aujourd'hui déforment, altèrent, orientent la perception que l'on développe du territoire qui nous entoure. Et l'idée, c'est que en fait, ça a des répercussions extrêmement concrètes, que je vois avec des entreprises, mais que je vois aussi avec des collectivités, dans la façon de conduire les territoires. Sur le plan de la santé mentale, puisque c'est ce qu'on a évoqué, on pourrait y revenir, mais aussi sur le plan très pratique du développement économique, du développement de l'aménagement du territoire. Tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent et qui font qu'aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup, notamment au travers du Conseil scientifique de France Télévisions, que je vais rejoindre à partir de septembre, sur la façon dont on représente nos territoires. Comment est-ce qu'on se les représente? Il y a la carte, mais il y a aussi les médias, il y a les histoires, les légendes. On va en reparler, je pense, dans nos échanges. Moi, je travaille beaucoup sur la façon dont on se les représente, nos territoires. Et l'effet, et comme le médium est souvent le message, la façon dont on choisit de les représenter, avec laquelle on choisit d'en parler, influence sur ce qu'on en dit. Voilà un peu ce que je peux répondre moi, sur ma vision du territoire. Alors nous allons effectivement avoir l'occasion de rentrer plus en détail dans tout ce que tu viens de nous dire, et je précise qu'il y aura un grand temps
de débat et de possibilités d'intervention pour vous toutes et tous. Donc tu viens de nous partager ta vision du territoire que je qualifierais d'holistique et multidimensionnelle. Et là, j'ai envie de te demander, Damien, de nous donner peut-être la dimension historique, c'est-à-dire de nous expliciter de quelle manière dans le temps ces territoires ont été abîmés, puisque nous passons de ces lieux qui nous habitent à ces lieux qui nous quittent. Ouais, merci Rachel pour ça. Pour rejoindre Max, j'ai exactement la même manière de définir les territoires. Il y a plein de manières de les approcher, les territoires, soit d'un point de vue administratif, soit d'un point de vue technique, PLU, SCOT, etc. D'un point de vue politique, l'agencement des compétences. Mais il y a une autre définition qui est issue d'un courant dans lequel je suis, qui est le courant de la géographie culturelle, qui définit un territoire par cet espace qu'on peut presque dessiner sur une carte où on tisse nos relations quotidiennes. Là où on fait grandir nos enfants, là où on va prendre notre café, là où on va au travail, là où on enterre nos proches. On peut saisir comme ça les deux extrémités de la vie, quoi, à l'échelle de l'espace vécu. Dès lors, je crois que ça demande vraiment d'en parler autrement de ces territoires. On hérite en France, c'est lié à notre culture jacobine, d'un vocabulaire qui est très violent, je trouve, envers les territoires. Parfois, c'est un vocabulaire qui vient de ma propre discipline. Le concept de France périphérique, par exemple, de diagonale du vide, de ceux qui ne sont rien, c'est des titres de bouquins qui sont sortis récemment. Un territoire, c'est toujours un centre du monde pour ceux et celles qui y habitent. C'est là où on fait grandir nos enfants. Personne n'est périphérique à sa propre vie. Et même lorsque ces territoires ont été blessés au fil du temps, bah c'est bien comme un centre du monde qu'il faut en parler, je crois, dans le débat public. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais je peux vous dire que c'est un changement d'état d'esprit complet par rapport à notre propre héritage philosophique et politique. Comment évoluent ces territoires ? J'aime bien ramasser en fait leur évolution à travers deux grandes trajectoires économiques et politiques, à partir desquelles on peut relier au fond toutes les autres démarches de développement des territoires. La première, alors j'espère ne pas dire de bêtises, je sais qu'il y a des économistes dans la salle, tu pourras corriger Paul si jamais vous complétez. Il y a une grande théorie économique qui a été forgée au cours du 19e siècle et qui s'est vraiment déployée au cours du 20e en France. C'est la théorie des avantages comparatifs. Cette idée de spécialiser chaque territoire dans une ou plusieurs filières d'excellence, qui sera le seul à avoir, partant du principe que par cette spécialisation, le territoire allait pouvoir tirer son épingle du jeu sur la scène nationale ou internationale sans faire concurrence à son voisin. Et dans un pays centralisé comme la France, la plupart de ces filières ont été décidées depuis Paris et redistribuées comme ça, d'un territoire à l'autre. C'est comme ça que les sous-marins se sont trouvés à Cherbourg, qu'Airbus s'est retrouvé à Toulouse, que les voitures se sont retrouvées dans le Grand Est, que l'Orient a été spécialisé dans un port d'export des matières agricoles. Bon, ça marche bien d'un point de vue théorique, cette théorie des avantages comparatifs, mais sur le terrain, il y a eu des difficultés qui nous reviennent un peu comme un boomerang au visage. J'en citerai deux. La première, c'est que ces filières un petit peu parachutées ont eu tendance à s'imposer sur des formes relationnelles qui étaient jugées émancipatrices pour ceux qui vivaient sur place. Je pense qu'un bon exemple, voilà, c'est les ports d'export des matières agricoles en Bretagne, qui changent complètement le visage de l'agriculture bretonne en centre-Bretagne, hors sol, qui n'a pas plus d'intérêt agronomique à être là qu'ailleurs. Par définition, c'est hors sol. Le seul intérêt, c'est la proximité avec le littoral, la proximité avec les ports. Ce élevage est très polluant, provoque des maux sociaux que vous connaissez bien, problème des algues vertes sur le littoral breton, toxique pour les humains, comme pour les non-humains. On voit bien, il y a des boucles de rétroaction que ça a créé. L'uniformité a créé de la précarité. Et puis l'autre blessure, au fond, de ces avantages comparatifs, c'est que malheureusement, elle n'a pas su tellement prophétiser l'avenir, dans le sens où au fil du temps, il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres. Et là, on voulait que les territoires s'équilibrent par cette spécialisation. Aujourd'hui, ils sont en concurrence à cause de ces mêmes spécialisations. Airbus à Toulouse crée beaucoup plus d'emplois, de richesses et d'influence que les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon, par exemple. Ça commence à changer, avec l'émergence de Montpellier-la-Surdouée, comme disait le fameux maire Georges Frêche. Mais pendant longtemps, il y a eu quand même un gap, un gouffre entre ces deux régions. Et puis que dire, ça me touche particulièrement, c'est lié à mon histoire familiale, mais que dire de ces territoires qui ont été spécialisés dans des filières qui n'existent plus du tout aujourd'hui. En disant ça, je pense à mes grands-pères, les hommes du noir, les mineurs, je pense aux femmes du fil, le textile, aux hommes du feu, aussi la chaudronnerie. Aujourd'hui, c'est des territoires où il y a des indicateurs de précarité très forts. À l'Est, Saint-Étienne, le grand Est de la France,
parce qu'on les a spécialisés hier dans des filières qui n'ont pas résisté au coût du temps. Mais on voit bien aussi à quel point l'uniformité d'un modèle économique dans les territoires a amené de la précarité 50 ans après. Et puis la deuxième grande trajectoire, je pense, qui a marqué les territoires, on est en plein dedans actuellement. Alors juste, pardonnez-moi, petite parenthèse, là j'ai fait référence à des exemples historiques dans les avantages comparatifs, c'est toujours très pratiqué aujourd'hui. La Côte d'Ivoire se spécialise dans sa balance commerciale dans le cacao et l'EVA au détriment de sa résilience alimentaire locale. Avantage comparatif à l'échelle d'un pays sur la scène internationale. Vendôme, en France, vient de vendre son nom à Louis Vuitton pour en faire la ville du luxe, de la maroquinerie du luxe. Avantage comparatif, spécialisation du territoire. C'est une idéologie qui est toujours très prégnante dans les modèles d'aménagement. Et deuxième grande trajectoire, c'est la métropolisation. Car il faut bien avoir en tête que ce qui caractérise la métropole, c'est pas simplement une ville qui s'agrandit sur elle-même. C'est la capacité qu'a une ville de redessiner toutes les filières d'une région à partir de son propre centre. Et la loi NOTRe de François Hollande a entériné ce processus en donnant encore plus de compétences aux intercommunalités et donc aux métropoles en premier chef, quoi. Et le risque, donc, c'est de mettre en vassalité les autres types de territoires. Ça se voit bien au niveau de l'emploi. Les métropoles, c'est à peu près 40% de la population française et c'est 86% de la création d'emplois chaque année. Alors, ce chiffre est à nuancer dans le sens où ces emplois ne bénéficient pas qu'aux habitants des métropoles. C'est mon cas, hein. Angers est une métropole, mais je vis en ruralité. Mais quand même, ça montre ce gap, quoi. Et puis, il y a autre chose qui m'intéresse beaucoup en géographie culturelle, Max en parlait, comment la manière de représenter les territoires influence nos corps et nos esprits. On parle beaucoup de l'urbanisation des espaces, mais ce que crée la métropolisation, c'est une forme d'urbanisation des esprits aussi. Dans le sens où aujourd'hui, on a beau avoir le regard tourné vers la ville, on a beau vivre en campagne, pardonnez-moi, on a le regard tourné vers la ville, parce que c'est là où on place les grands récits du progrès et les grands récits de l'émancipation. Et ça se voit bien dans la grande fabrique des imaginaires. Les grands romans, ils se passent tous presque en ville. Dans le cinéma, tous les films se passent dans les grandes villes, y compris dans le cinéma d'auteur. Et comme la France reste un pays très centralisé, tous les films se passent à Paris ou dans sa proche banlieue. Ça peut paraître anecdotique, dit comme ça, mais qu'est-ce que ça crée? Ça crée une non-représentativité culturelle et démocratique de ce qui compose pourtant les 3/4 du pays. Et lorsqu'un avenir désirable n'est pas représenté dans la fabrique des imaginaires, comment le saisir à l'échelle de la vie des individus? Comment forger des choses désirables dans des territoires qu'on a préalablement choisis si la fabrique démocratique nous dit c'est impossible de vivre heureux, de s'émanciper dans ce type de territoire. Donc voilà ce qui a changé, je pense, c'est combattre cette uniformité tout simplement, je le résumerai comme ça, dans les politiques économiques, dans les politiques d'aménagement du territoire, dans la fabrique des imaginaires. Il faut créer la capacité de construire une France qui puisse au fond réconcilier et abriter plusieurs Frances. J'enchaîne. Je vais rebondir sur une phrase, uniformité des espaces, uniformité des esprits. Mon sujet, c'est vraiment ça. Mais c'est pas tant sur l'uniformité, on pourra peut-être inclure une partie de débat, parce que je sais avec Damien où on est parfaitement d'accord, et c'est la très grande partie de notre approche, et je sais là où on n'a pas forcément les mêmes priorités, disons, et ça peut être intéressant aussi de les mettre en lumière là dans ce petit échange rapide. Quand moi je réfléchis à l'histoire des territoires et à la façon dont ils sont transformés et les problèmes qui aujourd'hui existent, ou l'expression des dérèglements, je vais aller encore plus loin que la dimension de temps dont tu as parlé, qui est grosso modo 18e, 19e aujourd'hui. Moi je vais vraiment sur l'histoire de l'humanité. Et je vais commencer par ce que je fais aujourd'hui. Parmi les choses que je fais, on m'a demandé de concevoir un programme qui s'appelle Territoire Énergie Climat pour les services des premiers ministres. Donc en gros, les services du Premier ministre aujourd'hui ont une partie administrative, une partie gouvernement, un cabinet, puis il y a une partie administrative qui correspond à l'État, mais qui en fait sont rattachés au Premier ministre, service du Premier ministre. Ça représente des milliers de personnes, parce que vous avez des dizaines et des dizaines d'autorités administratives indépendantes qui sont rattachées au Premier ministre. France Stratégie, vous avez Adopi à l'époque, vous avez vraiment des centaines de... Et on m'a demandé de créer un parcours territoire énergie climat sur 3 jours pour ces services du Premier ministre. Et ça va se reproduire d'année en année. Et maintenant, ce programme-là, il va être, vu qu'il y a eu un bon bouche à oreille, j'en suis très content, il va être intégré dans le parcours de l'ENA, INSP maintenant. Et donc, c'est les hauts fonctionnaires. Pourquoi est-ce que je dis ça ?
Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'à l'origine de l'aménagement du territoire, du travail de construction de ces choix, on parle de distribution par secteur économique des différentes, etc., il y a une carence dans la perception et la représentation du territoire qui, pour moi, est à la racine des dérèglements écologiques à l'échelle de l'humanité. Je m'explique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cosmologie, c'est-à-dire la façon dont on se représente le territoire, ce qu'on raconte sur le territoire, la façon dont on se le représente graphiquement aussi. Les imaginaires du territoire, disons-le comme ça. Il y a eu plusieurs révolutions cosmologiques dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire des moments où on a totalement changé la façon dont on perçoit le monde qui nous entoure, et donc les interactions qu'on va créer vis-à-vis de lui. La plus grande révolution cosmologique de l'histoire de l'humanité, c'est sans doute ce qu'on appelle le néolithique. Donc la révolution où on est passé d'un monde de chasseurs-cueilleurs à un monde de sédentaires agriculteurs. Donc là, c'est une révolution cosmologique. Pourquoi ? Parce qu'on est passé d'un monde, d'un territoire qui nous abreuve, le Jardin d'Éden. Reprenez la Bible et la Genèse, prenez l'histoire du Jardin d'Éden, en fait, c'est la révolution néolithique. C'est-à-dire le passage d'un monde dans lequel le territoire nous apporte des fruits. Et puis on croque à l'arbre de la connaissance, hein, c'est ça le mythe. Il y a une rupture cognitive, l'accès à un savoir qui nous était interdit jusqu'alors, en gros un savoir technique, et on transforme notre relation au territoire par le biais de l'accès à des systèmes techniques qui vont nous permettre de l'exploiter. Et là, tout à coup, on perçoit le territoire comme une ressource à exploiter, comme une gigantesque mine, si vous voulez. Ah mais tiens, il y a des ressources là, il y a des minéraux, là il y a cette terre qui va nous donner des fruits, etc. Donc là, c'est une première révolution cosmologique. En fait, au travers des siècles, on en a eu plusieurs. Par exemple, le géocentrisme, on place la Terre au centre de l'univers, puis tout à coup, on réalise que c'est plus compliqué que ça, que la Terre tourne autour du Soleil, etc. Ça, c'est cosmologique. Il y en a eu plusieurs des révolutions, et moi, mon travail, c'est notamment d'essayer de les comprendre, de voir ce qui s'y produit, et de poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas au cœur d'une immense révolution cosmologique ? C'est-à-dire que nous sommes en train de changer en profondeur la perception et la conception du territoire que nous en faisons. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que pour la première fois, moi je le place, mais c'est un choix, je le place à 1911. 1911, conquête du pôle sud par l'humanité. C'est le dernier espace terrestre que nous avons techniquement, que nous nous sommes appropriés techniquement. Il y a eu le pôle nord en 1909, le pôle sud en 1911. C'était suivi à l'époque comme le Tour de France. Tous les gens suivaient la conquête du pôle sud. C'est les Norvégiens qui ont été les premiers. Et ben là, en fait, on s'est trouvé avec toute la Terre qui a été cartographiée. Toute la Terre. Et pour moi, c'est une révolution cosmologique parce que ce qui a suivi, comme le dit Paul Valéry, c'est que le temps du monde fini a commencé. Pour la première fois, on a commencé progressivement à se dire l'espace dans lequel nous vivons est limité. Qu'est-ce que ça implique comme conséquence ? Ça implique que nos ressources vont être limitées. Ça implique que les interactions ou l'interdépendance entre les agissements humains vont être de plus en plus forts, de plus en plus étroits. Ce qu'on va produire comme action à un endroit du monde va être de plus en plus efficace dans sa manière d'influencer ce qui se produit à un autre endroit du monde. C'est une révolution cosmologique. C'est-à-dire que, alors au début, il y a quelques intellectuels comme Paul Valéry qui ont écrit « Regard sur le monde actuel », qui ont dit « Là, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de changer au XXe siècle, c'est que la perception du monde, le monde devient un petit bocal fini, et en fait, ça va changer en profondeur nos imaginaires. » Tout au long du XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé ? La mondialisation. Mondialisation technique, mondialisation économique, mondialisation culturelle, qui est en fait le fruit, le résultat de ce changement cosmologique. Sauf que c'est une espèce de quête du monde d'avant, d'essayer d'accélérer justement les modèles et les leviers qui ont eu lieu avant, c'est-à-dire l'exploitation, l'extraction. L'héritage du néolithique, si vous voulez, cette idée qu'il faut au maximum exploiter, sortir des richesses de la Terre. Là, depuis les années 80-90, depuis le Club de Rome, depuis le GIEC, depuis la prise en considération des risques liés au dérèglement climatique, au fait que les problèmes sont communs. Le climat, ça a ça d'extraordinaire, c'est que c'est vraiment commun. Ce qui est émis en Chine va changer le climat partout dans le monde. Ce qui est émis chez nous va changer le climat partout dans le monde. Donc c'est la première fois qu'on prend en considération cette idée d'espace commun.
ça change notre rapport au territoire et progressivement, et c'est ce que moi j'essaye d'impulser dans la vision territoire, énergie, climat auprès des gens qui travaillent pour le service du Premier ministre ou demain les hauts fonctionnaires, c'est que le territoire ne doit plus être vécu comme un espace de ressources à une collectivité, donc la gouvernance d'un territoire, département, commune, région, nation, mais comme une condition à une existence saine et heureuse, et en fait une dimension vitale de l'existence de chacun, de l'individu à la collectivité. Et en fait, ça a l'air de rien ça, et c'est pas du tout la façon dont les politiques publiques sont construites. C'est pas du tout la façon dont une décision politique est prise aujourd'hui. Et ça m'amène à quoi? Ça m'amène à réfléchir à l'imaginaire du territoire, à la racine, et à essayer de pousser une révolution cosmologique aussi profonde. C'est ultra ambitieux ce que je fais, c'est même un peu fou. Une révolution cosmologique à la hauteur de la révolution néolithique, qui consisterait à dire, ben voilà, on change totalement notre perception du monde, qui n'est plus une mine à exploiter, mais qui est une condition à notre existence, et donc qu'on doit tisser des liens d'attachement beaucoup plus forts, on doit être dans un rapport de contribution, ce que l'on prend, on le donne. Il y a des sociétés anciennes qui étaient chasseurs-cueilleurs, donc c'était plus facile d'une certaine manière de développer ça, mais il y a aussi quelques rares sociétés humaines qui essayent de maintenir une harmonie, un équilibre physique et matériel avec le monde qui l'entoure. Ça existe, c'est possible. On peut s'en inspirer. Et ça passe notamment par le rapport technique au monde, puisque je parlais tout à l'heure de la dimension cosmologique qui est indissociable de la perception de l'espace et du temps. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure on disait uniformisation de l'espace, uniformité de l'espace, uniformité de l'esprit. Moi j'appelle l'esprit la rencontre de l'espace et du temps, et j'appelle aussi le territoire la rencontre de l'espace et du temps. Ce qui est marrant parce que du coup ça viendrait aligner la notion d'esprit avec la notion de territoire. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les sentiments identitaires, dans le fait que des sociétés vont s'identifier à leur territoire. Ils vont aligner leur esprit, leur perception de l'espace et du temps, ce qu'ils vont croire vrai et faux, leur croyance commune avec leur territoire. Et en fait ça c'est pas nouveau, et c'est pas forcément nationaliste, ou c'est pas forcément d'extrême droite de faire ça, c'est universel. Sur toute la planète, les êtres humains doivent construire ce rapport d'identité, cet esprit de leur lien avec la Terre. Et moi j'essaie de travailler ça, et à grande échelle aujourd'hui ça passe par l'étude des conséquences de nos choix techniques. Quand on va utiliser Instagram, Google Maps, c'est pas du tout neutre, à la fois dans notre relation au territoire, est-ce qu'on a une relation transactionnelle vis-à-vis du territoire, c'est-à-dire on va essayer de trouver là où il y a le resto qui fait le moins cher, ou qui a les meilleures notes, et puis on vit dans un monde transactionnel comme ça, ou est-ce qu'au contraire on a une relation qui est beaucoup plus spirituelle, charnelle, mais qui passe aussi par des décisions de tous les jours dans notre relation au monde. Voilà, je pourrais parler des heures, donc j'arrête. Voilà, je n'osais t'interrompre. Non, Je vous l'avais dit, j'avais anticipé le pilotage automatique pour moi. S'il y a des choses, je voyais dans les visages que parfois certains vous pouvaient ou auraient pu compléter. Non mais c'est passionnant, et on va laisser la parole au public, et vous aurez l'occasion de vous réexprimer largement. Donc moi j'entends, tu as beaucoup... Merci. Tu as beaucoup dit le mot conquête, extraction, et donc du coup j'ai envie de dire colonisation, et peut-être que l'autre phase de la conséquence de cette cosmologie, cette approche en termes de cosmologie que tu viens de nous partager, en fait c'est ce qu'on a appelé l'anthropocène, et bien au-delà ou que certains appellent le capitalocène, mais c'est vrai que moi j'aime bien plutôt aller vers cette ère de l'extractivisme, qui est une vision encore plus large, et finalement le capitalisme en est une des conséquences plus que l'origine de l'anthropocène. Donc pour terminer la partie à proprement parler d'intervention, j'ai envie justement de terminer sur l'aspect réparation. Donc Damien, comment est-ce que ces territoires qui ont été abîmés sont-ils aujourd'hui réparables? Nous l'espérons, bien sûr. Et je crois que, j'ai envie peut-être de t'interroger sur ce livre justement que j'ai cité en introduction, sur cet homme, tu vas nous dire son nom, Yacouba, ça y est, je retrouve, Yacouba Sawadogo, au Burkina Faso, qui t'a inspiré ce livre et qui, lui, est parvenu à une forme de réparation de son territoire et à arrêter le désert, puisque c'est aussi le titre de ton livre, et de poursuivre avec comment
de te poser la question comment et est-ce transposable en fait ce qu'il a fait là-bas, au Burkina Faso. Avec plaisir, Rachel. Alors, comment réparer ces territoires? Tout à l'heure, je vous disais qu'uniformité et précarité sont vraiment les deux temps d'un même processus. La question qui se pose, c'est comment contourner cette uniformité. Et Max en a un petit peu parlé. On fait le pari dans tout un courant intellectuel, hein, on est plein à s'ancrer dans cette voie-là, que c'est par la relation à l'autre qu'on y arrivera. Quoi. Parce que 1 plus 1, voilà, en anthropologie, ça n'a jamais fait 2. Ça donne toujours un résultat qui est supérieur à la somme des parties. Bon, il y a 3 hypothèses qui me paraissent relativement fécondes pour penser cette relation à l'autre. Ce sont 3 hypothèses propres à la géographie culturelle d'abord. Le premier, c'est de se dire qu'un territoire est toujours le produit de son historicité. Et que pour le comprendre, il faut remonter un petit peu les pages de l'histoire. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais dans le milieu universitaire, histoire et géographie ont divorcé. Et dans le secondaire, il y a certes des professeurs d'histoire géo, mais qui sont surtout des historiens et pas des géographes. L'histoire est très chouette, mais c'est vrai que ça empêche ces réciprocités fertiles entre les 2 disciplines. Et quand on pense l'histoire des territoires, c'est aussi, comme disait Max, l'histoire géologique des territoires. Vivre en Auvergne, par exemple, c'est vivre littéralement à l'ombre des volcans. Pourtant, qui sont les Auvergnates qui ont des connaissances en vulcanologie? Peu de monde, finalement. Or, quand on ne connaît pas un territoire, on peut difficilement l'aimer, quoi. Et quand on ne l'aime pas, comment en prendre soin? La connaissance d'un lieu et de son fonctionnement, c'est l'une des manières d'en prendre soin. Deuxième hypothèse, bon ça je vais la redéployer avec Yacouba, je serai très rapide, c'est que tout est une histoire de relation. L'être se crée en créant son milieu. Quand on modifie son milieu, on modifie l'âme humaine en retour. Et donc toute la question, c'est vers quelle réciprocité on va vouloir aller. Et troisième hypothèse, bon, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais c'est vrai que je milite un peu pour ça, ça me tient à cœur, c'est que un territoire, avant d'être une approche technico-politique, c'est un corps en mouvement dans un lieu. Et tout ce que fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu. Un géographe, ça pense en marchant. Et la poésie, les émotions, les contes sont du nombre, bien sûr. D'ailleurs, ça c'est un véritable enjeu. Vous savez que dans la démocratie grecque, ce qu'on appelait poésis, c'était l'acte d'une main sur la matière. Le forgeron qui taillait l'épée, l'agriculteur, bien sûr, qui fertilisait son champ, le boulanger qui pétrissait la pâte, c'était ça la poésis. Et ce qu'on appelait poésie, c'était la manière de mettre en langage ces liens entre geste et matière. Les mondes se sont uniformisés, on a abandonné la poésis, et on a réservé la poésie à cet espace très étroit qu'est la littérature. Il faut sortir la poésie de la littérature, il faut la réinviter dans notre territoire. Voilà. Et Yacouba est un très bel exemple de ça. Alors très rapidement, Yacouba Sawadogo, prix Nobel de l'alternative. Il y en a 2 au Burkina Faso, dont lui. C'est un Mossi. Mossi, il est une majoritaire du Burkina Faso qui était connu pour être des grands cavaliers, quoi. La légende dit que lorsque les corps de guerre résonnaient dans les cours royales, quoi, les Mossis avaient soulevé jusqu'à 100 000 cavaliers en une demi-journée, dont une phalange de femmes qui étaient waxées, vous savez, waxées, des fétiches de partout, quoi, pour faire peur à l'ennemi et inviter les bons esprits avec nous, quoi. Et la légende dit que la cavalerie Mossi n'a jamais perdu une bataille, si bien que les rois gourmands à côté, les rois du Mali et les rois du Niger, demandaient la permission à l'Empire Mossi pour passer sur le territoire et continuer leur conquête. La seule bataille qu'a perdu les Mossi, c'est contre la mitraille des colons. Et d'ailleurs, alors le passé guerrier est derrière le Burkina Faso maintenant, mais l'étalon est toujours sacré. Au Burkina Faso, toujours monté, et on l'observe à l'état sauvage dans certains endroits du Burkina Faso, rappelant cette fierté qui fut et cette liberté qui est d'une certaine manière. Sur ma carte d'identité burkinabé, il y a 2 grands étalons comme ça qui se font face. L'étalon est présent partout dans l'iconographie burkinabé. Bref, j'ai fait une digression, pardonnez-moi, le Burkina Faso est un pays tellement passionnant. Yacouba, il vit au nord, aux portes du Sahara, et son histoire commence dans les années 80, lorsque son village est rattrapé par des vents chauds venus du proche désert. Tout le monde part du village, sauf lui. À contresens, il reste dans le village et il se met à planter des arbres. Ce qui est intéressant néanmoins, et c'est là où ça rejoint les théories de la relation, c'est qu'il n'a pas planté des arbres n'importe comment. Il a planté des arbres en réconciliant les différents types de savoirs qui pétrissaient son territoire. D'abord des savoirs familiaux. Yacouba est issu d'une grande lignée familiale qu'on appelait les faiseurs de nuages. Sawadogo en moré, ça veut dire littéralement ça. Faiseurs de nuages. Voilà. Et ses ancêtres étaient appelés aux 4 coins de l'Empire Mossi pour ramener l'eau lorsque cette dernière se faisait trop attendre
par des secrets dont eux seuls connaissent les tenants et les aboutissants. Et d'ailleurs, petite anecdote que j'aime bien raconter parce que ça montre la puissance des imaginaires ouest-africains. J'ai passé l'équivalent d'1 mois et demi avec Yacouba pour écrire ce bouquin. Et tous les jours, je lui ai demandé « Papa Yacouba, quels sont les secrets qui permettent de ramener la pluie ?» Et pas une seule fois, il m'a donné ne serait-ce que le moindre indice. Je suis rentré frustré en France de ça. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est très bien comme ça. Ça laisse des silences dans sa vie, quoi. Et les silences ont toujours fait partie de la musique. Voilà. Deuxième type de savoir avec lequel il a composé, beaucoup plus classique dans notre imaginaire occidental, c'est des savoirs agronomiques. Voilà, il a observé son territoire, il en a tiré le meilleur. Et troisième type de savoir, c'est des savoirs spirituels. Yacouba est issu des mondes de l'islam. Et c'est un cheikh, une figure influente de l'islam, qui lui aurait conseillé de planter des arbres, utilisant cette phrase, en tout cas c'est comme ça que Yacouba me l'a partagé. Yacouba, tu devrais plutôt planter des arbres que des céréales, car les arbres sont nattés de patience. Je ferme les guillemets. La phrase est très belle, elle s'explique très bien d'un point de vue anthropologique, où la patience est un mot qui revient très souvent dans les mondes de l'islam. Pas toujours pour le meilleur, je pense à la situation de certaines femmes que cela légitime. Il y a un magnifique livre qui a gagné le prix Goncourt des lycéens. En 2019, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Les Impatientes, et qui fait référence à ça, qui a été écrit par une Peul du Cameroun d'ailleurs. Mais parfois ça crée des très belles choses, parce que résultat des courses, 40 ans après, la forêt de Yacouba fait 40 hectares. La biche, le hérisson sont revenus. Les villageois se sont réinstallés dans le village. On entend de nouveau le griot chanter, le forgeron teinter l'enclume. Et des paysans profitent de cette forêt pour se protéger contre les vents chauds et cultiver de nouveau le mil et le manioc. À l'échelle de sa vie, Yacouba a réconcilié finalement nature et culture, humain et non humain. Et j'ai même envie de dire visible et invisible, puisque vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, les forêts ne sont pas habitées que par du visible. On y trouve également des esprits et des dieux. C'est des héritages animistes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de Yacouba très rapidement? Pardon, Rachel, je suis un peu long, mais c'était important de vous camper le personnage et le décor. Les lieux nous influencent, et pour comprendre l'homme, il faut comprendre le lieu dans lequel il habite. Moi, je verrais deux choses qui me touchent particulièrement. C'est que, je parlais tout à l'heure de la fabrique des imaginaires. L'un des trucs des mondes contemporains aussi dans cette fabrique des imaginaires, c'est qu'une vie professionnelle réussie, c'est une vie toujours entre deux trains, toujours entre deux avions. Les influenceurs sur les réseaux sociaux montrent ça, les grands artistes montrent ça, les grands leaders aussi, leadeuses montrent ça également. Yacouba, toute sa vie, il est resté dans son village. Dans son village, quoi. Et ça ne lui a pas empêché de comprendre le monde, de porter le monde, au point qu'il est devenu l'un des pionniers de l'écologie made in africain. Je fais un parallèle avec la France. Pardonnez-moi de parler de moi ici, mais je me permets de le citer à ce moment-là parce que ça arrivait en même temps dans ma vie. J'ai perdu une de mes tantes à Saint-Étienne, trop tôt. Voilà. Dans les familles de mineurs, il y a des blessures qui se passent de génération en génération, et l'abus d'alcool et de tabac et du nombre, par exemple. Et c'est marrant parce que la dernière maison dans laquelle elle a vécu était à 10 km de sa maison de naissance. Et pendant une grande partie de sa vie, elle a vécu dans une maison depuis laquelle elle voyait la maison de Coron dans laquelle elle avait grandi. La maison de Coron dans laquelle ma maman avait grandi, quoi. Et c'est vrai que dans les milieux populaires européens, il est relativement commun de mourir proche de là où on est né. C'est commun ça comme trajectoire de vie, quoi. Or, ces trajectoires de vie, on les méprise, voilà, dans la fabrique des imaginaires. Pourtant, c'est des savoirs, c'est des connaissances sur le territoire, c'est des manières d'être en lien. Bref, pour construire la résilience, c'est un peu le message de Yacouba de demain, on a besoin de miser autant sur la fixité que sur le mouvement. Si je prends le cas de ma tante, si je prends le cas de Yacouba, vieillir sur le toit de là où on a grandi ne peut pas être une vie non réussie. Voilà. Ça me fait penser, j'aime bien cette belle phrase aussi de Simone Veil, la philosophe, qui disait que l'enracinement est le besoin le plus méconnu de l'âme. Voilà. Il y a tout en 4 mots, je trouve. Voilà, c'est magnifique. Et puis deuxième enseignement, alors là qui est plutôt propre au monde dans lesquels on évolue, et je finirai par là, c'est que on a tendance à penser que pour sauver le vivant, il faut abandonner certains territoires, pour que le vivant reprenne ses droits. On entend beaucoup ça dans les mondes de l'écologie. Si Yacouba était parti comme tout le monde dans les années 80, le désert aurait cassé la porte et aurait continué vers le village voisin. C'est parce qu'il est resté, tout en changeant bien sûr complètement sa manière d'habiter, qu'il a sauvé la vie. Et qu'il a même amélioré le territoire, parce qu'il y a plus de biodiversité aujourd'hui qu'avant la sécheresse des années 80. Donc moi, la vraie question, scientifique, entrepreneuriale, politique, citoyenne, c'est pas tellement de savoir où c'est qu'on peut habiter, où c'est qu'on ne peut pas habiter, mais c'est plutôt de se dire comment vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres écosystémiques, voire pour les améliorer, ces territoires.
Et poser la question comme ça nous percute pas mal en France, nous bouscule énormément, tout simplement parce qu'on est les fils, les filles d'un héritage philosophique et politique qui aime bien la centralité, qui aime bien les recettes toutes faites. Or, la question, c'est l'inverse des recettes toutes faites. Ça demande de comprendre la singularité de chaque lieu et de mettre cette singularité au cœur des modèles du développement. Bref, là où j'avais envie de vous emmener, c'est que décentralisation, ce sont des combats frères, tout simplement. Merci Damien. Et si je puis me permettre, en tant que partiellement parisienne, c'est vrai qu'on voyage énormément avec tous ces territoires que tu as évoqués, mais nous aussi, nous aimerions, habitants des grandes métropoles, savoir quelles pistes nous pourrions avoir pour réparer nos territoires et améliorer notre santé mentale et celle de l'environnement, mais on aura l'occasion d'en parler dans la série des questions. En tout cas, c'est ma question que j'anticipe pour tout à l'heure. Donc Maxime, j'ai envie de te poser la même question. En fait, comment répare-t-on quelle résilience et comment peut-on pallier cette détérioration de notre santé humaine et de la santé environnementale? Vaste question. Je ne pense pas m'avancer en disant que tu vas nous parler de conscience des territoires. Oui, conscience des territoires. Rapport à la conscience en général. Il y a un sujet lié à la connaissance et à la façon dont le savoir diffuse, les imaginaires se construisent, etc. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à la question de la science et de la place de la science dans la société. Le Conseil scientifique de France Télévisions, par exemple, c'est pas anodin que je suis très heureux de construire ce conseil parce qu'il y a lien avec la science. Je vais faire en une petite digression le bilan de ce lien entre cosmologie, ce dont je parlais, ce dont Damien vient de parler, à sa manière, avec ses mots. Toujours aussi lyrique et magnifique, merci pour ça. La question de la santé mentale et la question du dérèglement écologique. Et la question de la connaissance et de l'afflux d'informations et la façon dont on traite l'information. Donc ça fait partie un petit peu de mes thèses. Et puis après, je vous donnerai mes 3 pistes qui correspondent à 3 conférences que je donne, qui sont 3 recommandations ou 3 voies pour moi de guérison que je recommande. Alors, le premier exemple, qui est hautement cosmologique, c'est le fait que des gens se mettent à croire en la Terre qui est plate. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de platistes, c'est-à-dire des gens qui vont se représenter le monde comme étant plat. On estime qu'il y a à peu près 10 000 personnes en Île-de-France qui se réunissent régulièrement, le mercredi ou le samedi, et qui, dans des réunions un peu comparables à celles qu'on est en train de faire, se disent « La Terre est plate, qu'en pensez-vous » Oui, c'est vrai, d'ailleurs, regardez, il y a tel argument, cet argument-là, il est bien, mais regardez cet argument comme il est fort. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est pas de se dire, vous vous rendez compte, il y a des gens qui pensent qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ils pensent que la Terre est plate. Non. C'est dire, c'est la preuve que, d'une part, aujourd'hui, nous sommes en pleine révolution cosmologique. La façon dont nous nous représentons le monde est en train d'être transformée à tel point qu'on a des reculs de plusieurs siècles, qu'on a des gens qui cherchent la solution et qui vont la chercher dans « Regardez, la Terre est plate ». C'est aussi le symptôme de ce qui s'appelle l'effet Rashomon, dont je parle un petit peu, c'est lié au numérique, c'est le fait que nous sommes dans une surabondance d'informations à cause de la façon dont nos médias se transforment, à cause du fait qu'on lit 22 000 fois plus en moyenne que nos grands-parents, en quantité de mots lus chaque jour, chaque mois, chaque année. Donc on se retrouve dans un temps où en fait on est submergé par l'information et parfois des informations contradictoires sur tous les sujets, tous. Et en fait l'effet Rashomon démontre que quand on a un certain niveau d'information contradictoire sur quoi que ce soit, on se met à nier le sujet de base. C'est un film de Akira Kurosawa, c'est un réalisateur japonais. Vous avez un enquêteur qui vient enquêter sur un crime. Il écoute tous les témoignages, des témoignages riches et très précis, mais tous complètement contradictoires. Et à la fin du film, il dit « Bon, en fait, il n'y a pas eu de crime ». Et en fait, ce phénomène-là est à la base du fait que nous croyons que la Terre est plate, ou que certaines personnes, ici, dans nos sociétés, croient que la Terre est plate. C'est un sujet cosmologique, c'est un sujet de perception du territoire. Et c'est le signe que là, on est à la fois dans un temps de crise, de transformation, qui va être intéressant à saisir
pour justement améliorer notre relation au monde, notre relation au territoire, mais aussi il y a des dangers, quoi, je veux dire. Et notamment les dangers, c'est la remise en cause profonde du savoir scientifique et de ce qu'on peut démontrer rationnellement. C'est des moments, Gramsci parlait de ce moment où les monstres surgissent du clair-obscur, mais c'est des moments où plein de choses qui se produisent, notamment au niveau des croyances. En fait, c'est les temps où les systèmes de croyances se recomposent. Quand on prend les grandes ruptures cosmologiques liées à l'irruption de nouveaux canaux cognitifs, ça veut dire en gros quand on a inventé l'écriture, quand on a inventé l'imprimerie, quand on a inventé le langage, quand les télécommunications ont surgi au 19e siècle, le numérique aujourd'hui, en fait, vous avez cet afflux d'informations qui crée des perturbations très profondes dans nos systèmes de croyances. Ce que nous croyons vrai et faux est affaibli. Les autorités qui détiennent le vrai et le faux sont affaiblies. L'État, le média, le journal, l'école. Et donc du coup, c'est des moments où il y a des brèches qui s'ouvrent et on peut bâtir de nouveaux systèmes de croyances. C'est des opportunités. Moi, je le vois comme une opportunité d'aller construire de nouveaux imaginaires. Mais du coup, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes intentions que nous ici, qui vont aussi saisir ces brèches, utiliser ces brèches pour aller quelque part semer les graines d'autres imaginaires. C'est ce qui s'est produit dans les sociétés nazies dans les années 30. Bref, c'est Hannah Arendt qui en parle beaucoup et elle appelle ça la crise de la culture. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que bâtir une nouvelle cosmologie, c'est une des clés. C'est difficile, c'est compliqué et ça présuppose tout un tas de conditions ou d'actions. Alors les actions que je recommande, et puis c'est très lié à la santé mentale parce que pourquoi est-ce que les gens qui sont platistes aujourd'hui, qui se réunissent le mercredi et le samedi, ils vont pas bien? Exactement comme les gens qui consomment, qui se jettent sur les magasins pour les jeudis noirs et ce sont des gens qui vont pas bien. Il y a un rapport à la santé mentale qui est lié, et moi je fais le lien entre ces éléments-là, à cette représentation du territoire qui nous unit, mais aussi qui nous définit, en fait, hein, notre stabilité, notre bien-être spirituel est lié à la relation avec le territoire, et à l'inverse, cette promesse de l'extractivisme, de l'extraction permanente de la ressource qu'on va pouvoir consommer, qui rend les gens un peu fous et qui conduit au jeudi noir, les gens qui se jettent sur les magasins parce qu'on leur promet une corne d'abondance, on leur promet de consommer, de croquer le fruit des mythes anciens. Tout ça, c'est très lié, je pense, à la santé mentale, c'est lié à l'équilibre global, spirituel, c'est lié à la présence de l'information et la façon dont les connaissances circulent dans nos sociétés. C'est lié aussi au système technique, parce que les systèmes techniques, en anthropologie technique, on démontre assez facilement que tout système technique, le feu, un mode de transport, un mode de transport, la façon dont on dessine un habitat, en gros, les technologies, pour employer un mot abusif, mais qui est très utilisé, altèrent notre relation à l'espace et au temps. En fait, en gros, quand on utilise un système technique, quand on est un utilisateur d'une technologie, on change notre rapport à l'espace et au temps. Soit ça nous permet d'aller plus vite, soit ça nous permet d'aller plus loin, soit ça nous permet en gros de percevoir l'espace et le temps différemment, et donc ça change notre relation au territoire. Donc les techniques qu'on utilise déterminent notre relation au territoire. Ça, c'est mon cours à Sciences Po que j'ai depuis 6-7 ans, qui s'appelle la programmation du monde. Et en gros, dans la programmation du monde, je sous-entends que notre relation au monde est programmée par les systèmes techniques qui nous entourent. On n'a pas le choix de prendre si facilement tel ou tel mode de transport pour se déplacer d'un endroit à un autre. L'aménagement du territoire correspond à des programmes qui se construisent sur des décennies, préprogramment justement notre relation au territoire. Et là, je dis pour le transport, mais il y a plein d'autres modes de techniques. Donc, il y a un sujet qui est lié aussi à la technologie et au système technique. Et aujourd'hui, quand j'accompagne, je ne sais pas moi, des comités de direction de CAC 40, c'est ce que je fais un peu, Spi Batignolles, cette semaine, la conférence dont on parlait sur les cartes, c'était à Vinci, donc j'étais chez les constructeurs, les gens qui construisent. Et ils avaient une bonne réflexion cette semaine sur le futur du déjà là, comment est-ce qu'on enlève tout ce qu'on a déjà produit sur ces dernières décennies. Même Vinci, en tout cas certaines personnes chez Vinci, se posent cette question-là. Comment est-ce qu'on retire tout ce qu'on a mis dans le territoire? Et donc moi, mon conseil, c'était d'utiliser des cartes. Et que la représentation du territoire par les cartes était une clé. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le message que je diffuse souvent, c'est qu'il y a un enjeu à mesurer les conséquences cosmologiques de nos choix techniques. Ça veut dire, si on décide d'utiliser tel système technique, c'est valable pour toute entreprise, même une banque, même une collectivité, etc. On va
agir sur la représentation du territoire. On va agir sur la façon dont les gens, les utilisateurs, les citoyens, les individus vont se représenter le territoire, et aussi et surtout la façon dont les organisations collectives, les entreprises, les administrations se représentent le territoire. Et en fait, moi, aux entreprises, je vais souvent les voir et je leur dis, alors, vous êtes sur quel territoire? Si c'est des services, ils me disent, ah, c'est compliqué, on n'a pas vraiment de territoire, on a une filiale ici, on a le siège social là, mais bon, ben voilà, il y a un problème déjà. Ça veut dire que vous, en tant qu'organisation, vous n'identifiez pas de relation à un territoire. Et à l'échelle individuelle, c'est un petit peu pareil. Donc, clé numéro 1 pour moi, élever notre conscience du territoire. Ça passe par des choix techniques, ça passe par des imaginaires, ça passe par ce qu'on s'en raconte, etc. Deuxième clé, pour élever notre conscience du territoire, élever notre perception du territoire. En fait, c'est même un prérequis pour élever notre conscience du territoire, c'est élever notre perception du territoire, la façon dont on interagit avec lui. Et là, il y a plusieurs niveaux que j'ai un petit peu creusés, qui sont des niveaux directs et indirects. C'est-à-dire qu'on va utiliser des choses pour percevoir le territoire, et puis il y a certains aspects, en démarrage, on n'utilise rien, on utilise nos sens. Tout à l'heure, Damien disait, un géographe, je ne sais plus quelle était la phrase, mais on fait de la géographie en marchant. Bah, c'est exactement cette idée-là, c'est-à-dire que la façon la plus ancienne et qui est en train de se perdre de percevoir le territoire, ce sont les sens, ce sont nos sens, c'est la sensorialité. Donc du coup, premier levier, réfléchir à la sensorialité, à la place de la sensorialité dans nos sociétés modernes. Il est démontré que dans les environnements urbains, l'usage de nos sens est réduit. Moi, quand j'ai fait le choix de vivre en Bretagne il y a 2 ans, le premier truc, d'ailleurs j'ai un peu écrit dessus parce que ça m'a vraiment soufflé au sens propre du terme, c'est à quel point mes sens étaient réactivés. Je sentais le vent sur mon visage, je sentais la pluie qui mouillait, je sentais la lumière qui chauffait. Et en fait, à Paris, après 17 ans, j'avais comme étouffé mes sens. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, en étouffant nos sens, on perçoit de moins en moins le territoire et c'est plus facile de penser à quelque chose. On a des carences attentionnelles dans nos décisions qui en fait font qu'on détruit le territoire qui nous entoure. Et pour moi, c'est à la racine du problème. Donc, comment on lutte ça? Première étape, sensorialité. Il y a plein de leviers. Pourquoi est-ce que le yoga marche bien partout dans le monde? Pourquoi est-ce que la méditation est en train depuis une quarantaine d'années, de faire une entrée dans le monde de la société occidentale? Pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus besoin d'aller à la campagne, le week-end quand on est un urbain, ou de sortir, etc. Encore faut-il le savoir, parce qu'il y a des environnements urbains qui sont tellement coupés de ça, qu'ils ne réalisent même plus qu'ils en ont besoin. Moi j'ai des amies institutrices qui se retrouvent avec des enfants, c'est la première fois qu'elles ont ça, qui n'ont jamais marché pieds nus dans une pelouse. Jamais. Et donc elles les amènent sur une pelouse, et les enfants ont peur. Non, je ne vais pas mettre mes pieds, j'ai peur de l'herbe, parce que ça va faire mes pieds. Ça en dit long sur l'étouffement de nos sens. Première piste, sensorialité. Ensuite, on peut aller progressivement vers des modes de perception du territoire plus médiés, c'est-à-dire avec un intermédiaire. D'abord l'exploration, donc qui passe notamment par le mode de transport. C'est pour ça notamment j'ai réfléchi sur le voilier. En gros, quand moi, avec d'autres, avec Selcoop, qui est une coopérative de transport en voilier, on envoie des gens faire le trajet France-Corse. On en a envoyé 1200 l'été dernier, et là on aura 3 bateaux cette année, donc on en aura plus. La perception du territoire qu'ils vont avoir de la Corse va être totalement petit matin, et les gens ont vécu une expérience sensorielle extrêmement intense, et surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'ils voient le territoire sur lequel ils posent le pied. Un de mes messages, c'est de dire que la carte peut sauver le monde. En gros, aujourd'hui, la présence de la géographie dans la représentation du territoire, elle est très faible, et d'ailleurs j'ai un regard critique. Si jamais un jour, Damien, on peut en parler au festival de Saint-Dié-des-Vosges, ce serait super. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire que la géographie a un peu échoué à remettre la représentation du territoire de nos imaginaires collectifs. C'est devenu très technique, c'est devenu un sujet qui, d'ailleurs, est au service de l'aménagement du territoire, mais d'un certain aménagement du territoire, une certaine vision extractiviste. En gros, c'est la vision de Napoléon. Les cartes, ça sert à faire la guerre. C'est la géopolitique, c'est l'idée que c'est les rapports de force et les conflits territoriaux. Et moi, je crois qu'au contraire, la carte, ça peut nous reconnecter spirituellement au territoire. Et c'est pour ça que je partage sur les réseaux sociaux des cartes, et puis j'ai des commentaires incroyables. Les gens, j'ai l'impression que je leur fais des massages en publiant des cartes. Ils aiment ça. En fait, ça crée une vibration informationnelle intéressante. Tu leur tires les cartes. Je leur tire les cartes, mais c'est pas tant pour révéler des informations que pour créer des impressions. Et ou créer des sensations, presque parfois, certes c'est de l'ordre de l'abstraction, c'est intellectuel, mais il y a une dimension, parce qu'en plus je publie des cartes où on va par exemple
percevoir les reliefs un peu à mi-chemin, ça s'appelle de l'orthométrie, à mi-chemin entre la représentation 3D complètement abstraite, mais on a l'impression de voir des montagnes un petit peu, enfin créer des équilibres là-dedans. Donc moi je dis ça aux entreprises, je dis ça aux collectivités, je dis ça à l'ENA, je dis vous utilisez quoi comme carte? Regardez tous les biais qu'il y a dans vos choix de cartes, regardez à quel point une carte ça peut mentir, regardez est-ce que vous, et puis aussi la cartographie subjective, super intéressante. Moi souvent je demande à des groupes de salariés, ou allez-y faites la carte de votre territoire, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous représentez, et ça en dit long sur la manière qu'on a de se représenter les territoires. Bon voilà, ça c'est le deuxième clé. Et la dernière, qui correspond au mantra que j'ai toujours dans mes conférences, quelles qu'elles soient, qui est celui de l'attitude, qui est en fait celui de l'état d'esprit. Et aujourd'hui, pour guérir quoi que ce soit, il faut le vouloir. C'était Hippocrate, le père de tous les médecins, qui disait on ne peut pas soigner quelqu'un qui ne peut pas guérir. Impossible. Donc il y a cette idée de faire naître l'envie de guérir, de faire naître cette envie de soigner notre relation dysfonctionnelle au territoire. Et ça passe par une prise de conscience globale, généralisée. C'est pour ça que moi je vais beaucoup travailler dans les prochaines années, j'espère, sur la création de contenus très grand public qui vont essayer non pas seulement de prendre conscience qu'on est malade, parce que ça, quelque part, on a beaucoup qui le font déjà. On est sur une phase depuis 10-20 ans où on a de plus en plus de contenus un peu écolo qui nous font prendre conscience qu'on est malade. Ok, c'est bien, mais il y a aussi, deuxième étape qui est très proche, mais qui est pourtant différente, c'est l'envie de guérir. C'est cette aspiration à un bien-être, et puis peut-être une première marche, un premier truc positif. Et pour ça, ça passe par la réconciliation entre la lucidité et la confiance. Donc on revient sur cette idée d'élever la conscience, la lucidité, aller regarder les problèmes en face, regarder un territoire et aller vraiment détecter ce qui dysfonctionne, à la fois au niveau de la relation au vivant, à la fois la relation à l'espace et au temps qui nous entoure. Je vous donne un exemple, c'est un chiffre que personne n'a. Quand je dis dans mes conférences, les gens se disent « Ah bon, je n'avais jamais entendu parler ». Pour moi, c'est un problème plus grave que le climat, c'est un problème aussi grave que l'érosion de la biodiversité. C'est le fait que dans notre espace immédiat, à nous, humanité, en 2020, pour la première fois, la quantité totale de volume construit, donc la matière construite artificielle, le béton, le ciment, la brique, tout ça, a dépassé la biomasse sur la planète Terre, en 2020, pour la première fois. C'est-à-dire que tout ce qu'on a construit, ce qu'on a transformé de notre espace direct, a dépassé l'ensemble de la biomasse, mais toute espèce vivante confondue, ouais, c'est colossal. Et, problème, si on est sur la même trajectoire, en 20 ans, on va multiplier par 3. Donc on est sur une échelle là où dans les 20 prochaines années, on risque d'avoir un ratio où notre monde, le territoire au sens planétaire dans lequel on vit, et la France est le pays qui artificialise le plus de toute l'Europe, de loin, en termes de vitesse, ça change notre rapport au monde. C'est une question cosmologique. Et en fait, on ne le voit pas, ça. On n'est pas attentif. On le sent, beaucoup le sentent. D'ailleurs, la cause de dérèglement identitaire, de territoire, de solastalgie, les exemples qui ont été choisis par Vincent sont très bons. C'est des exemples d'artificialité. En gros, la vitesse, la croissance de la construction. Bien, ça c'est la lucidité. Mais on ne peut pas départir la lucidité de la confiance. De notre confiance à résoudre les problèmes, notre confiance à collectivement, nous, êtres humains, à la fois développer cette lucidité, l'enthousiasme et l'énergie de trouver la solution, sans pour autant dire la solution est toute simple, c'est ça, non. Mais créer une attitude, un état d'esprit qui nous amène vers un acte de foi. Alors souvent quand je dis foi, il y a certains qui sont gênés, ils disent foi, mais foi c'est religieux, là vous êtes en train de dire un truc religieux. Je dis mais pas du tout. La foi c'est le champion de football en finale qui veut gagner. La foi c'est une attitude où on par-delà les obstacles, on projette une réussite, on projette un succès, on projette un objectif accompli, on projette un accomplissement. Et bien, sur la question de la transition écologique, aujourd'hui on a une carence qui est celle de projeter un accomplissement, de projeter collectivement une réconciliation vis-à-vis du territoire. Donc ça c'est la confiance. Et la confiance elle s'entretient, c'est un muscle, il n'y a pas de... La façon de le faire, c'est une attitude. Donc en gros, voilà, moi ma troisième clé c'est réconcilier la lucidité et la confiance. Merci Maxime. Je vous propose de clore cette première partie 100%
sur vos interventions. Je me permets un commentaire personnel, un petit clin d'œil aussi à la théorie des relations chère à Damien. Je trouve que votre relation singulière a apporté peut-être un petit plus à déjà la richesse à l'origine de vos pensées et de votre travail. Je dis juste un mot, et c'est un de nos gros points communs avec Damien, je pense, c'est sur le mot poésie. Le mot poésie, étymologiquement parlant, quand on prend les racines, moi je vais toujours un peu plus loin, t'es allé chez les Grecs, quand on prend l'indo-européen, les racines indo-européennes de tous les mots qui sont dans la catégorie poésie, relient la poésie au pouvoir. Donc le pouvoir, donc là on parlait d'agir sur la matière, la poésie c'est un pouvoir, c'est-à-dire la capacité à rendre réel, à générer dans la réalité quelque chose. Juste le mot poésie et le mot pouvoir, c'est la même chose.